Il a offert sa mère pour de l'argent, mais elle revient pour le poursuivre. Les histoires des pieds-pots. Dans la poussière ocre d'un petit village du Bénin, à l'écart du goudron et des promesses de la modernité, vivait la famille Okeka. La famille était un mot qui signifiait beaucoup de choses. Un toit de tôle qui fuyait, un champ à sarcler sous un soleil de plomb, et 9 bouches à nourrir. Papa Okeka et maman Akpanyin, les parents, comptaient leurs enfants comme on compte les jours de pluie. Une bénédiction nécessaire, mais qui apporte son lot de difficultés. Ils en avaient 7. La vie était un cycle immuable. Le lever avant le chant du coq, la marche vers les champs, le bruit des houes frappant une terre sèche et ingrate. Okeka et Akpanyin travaillaient sans relâche, leur corps buriné par l'effort. Mais ce travail n'était pas pour eux. Il était pour Serge. Serge était le premier-né, l'aîné. Et dans cette famille, il était le seul à porter un uniforme scolaire au lieu d'une houe. Il était l'investissement, le projet, l'espoir. Tous ses petits frères et petites sœurs, dès qu'ils savaient marcher, suivaient leurs parents au champ. C'était la règle. Sauf pour Serge. Lui, son champ de bataille, c'était la salle de classe. Le soir, autour du foyer où crépitait le peu de maïs, maman Akpanyin ne manquait jamais de le lui rappeler. Elle avait une voix dure, façonnée par la fatigue et la privation. « Serge », disait-elle en tendant son assiette, son regard ne quittant jamais le sien. « Regarde tes frères, regarde leurs mains, ils saignent pour que tu puisses tenir un stylo. Tu n'as pas le droit d'échouer. Tu dois travailler, dur, dur, pour que demain, tu puisses nous sortir de cette misère. » Elle ne disait pas « nous aider ». Elle disait « nous sortir ». La nuance était importante. Papa Okeka, lui, était plus doux. Il posait parfois sa main calleuse sur l'épaule de son fils. « Ton esprit est vif, mon garçon. C'est un don de Dieu. Utilise-le bien, disait-il avec une fierté discrète. Mais la voix de Papa Okeka était une brise légère face à l'ouragan de la détermination de sa femme. Serge ne décevait pas. À l'école, il n'était pas seulement bon, il était brillant. Il absorbait les leçons comme la terre sèche absorbait la première pluie. Il n'y avait pas de distraction pour lui. Quand les autres enfants jouaient, il relisait ses notes. Son nom était toujours en haut de la liste. Lorsqu'il passa l'examen du CM2, le village retint son souffle. Les résultats arrivèrent. Serge était premier du centre. Une petite fête fut organisée. On tua un poulet, un luxe rare. C'est bien, fut le seul commentaire de maman Akpanyin. Mais le collège coûtera plus cher. Les années passèrent. Serge franchit le collège avec la même facilité déconcertante. Mention très bien à chaque examen. Il était la fierté du village. Mais à la maison, la pression ne faisait que s'accentuer. Les victoires de Serge n'étaient que des étapes, jamais des accomplissements. Chaque succès ne faisait qu'augmenter la mise. Il était maintenant en terminale. L'année du baccalauréat. L'année décisive. La famille s'était saignée à blanc. Les champs étaient exploités jusqu'à l'épuisement. Ses parents et ses frères et sœurs travaillaient encore plus dur. L'argent était rare, juste assez pour les livres, les frais de photocopie et le strict minimum pour la nourriture. Maman Akpanyin avait des dettes chez presque tous les commerçants du village. Un après-midi, le ciel était bas et lourd. La saison des pluies tardait, et la chaleur était suffocante. Papa Okeka était parti seul dans un champ éloigné pour défricher une nouvelle parcelle, espérant y planter du manioc. Les heures passèrent. Le soleil commença à descendre. Papa Okeka n'était pas rentré. Maman Akpanyin envoya 2 des enfants à sa recherche. Ils revinrent en courant, hurlant. Serge et sa mère coururent vers le champ. Ils trouvèrent Papa Okeka étendu près d'une souche d'arbre, la jambe enflée et d'une couleur violacée. Il respirait à peine. À côté de lui, un long serpent noir, une vipère, gisait, la tête écrasée par la houe. Il a été mordu, allaita maman Akpanyin, sa voix perdant pour la première fois son assurance. Ils le transportèrent au village. Le guérisseur local secoua la tête. Le venin était trop puissant. Il faut l'amener au dispensaire de la ville, dit-il. Il lui faut le sérum anti-venin. Mais ça coûte cher. Cher. Le mot tomba comme un coup près. Maman Akpanyin se tourna vers Serge. Son visage était un masque de détresse. L'argent, commença-t-elle. Serge comprit. La somme. La seule somme d'argent qu'il possédait. Elle était cachée dans une boîte en fer, sous le lit de maman Akpanyin. C'était l'argent pour l'inscription de Serge à l'examen du bac. Une somme qu'ils avaient mis des mois à réunir, sou par sou. Il y eut un silence terrible. Le son du râle de Papa Okeka emplissait la case. Maman Akpanyin regarda son mari agonisant, puis son fils. Serge vit le calcul se faire dans les yeux de sa mère. Il vit la lutte. La vie de son père contre l'avenir de la famille. Elle ne bougea pas. Elle resta assise, les mains tremblantes, regardant son mari s'éteindre. Papa Okeka mourut à l'aube. L'enterrement fut rapide et sobre. La charge de la famille reposait désormais entièrement sur les épaules de maman Akpanyin. Et par extension, sur celle de Serge. Il n'y avait plus d'encouragement. Il n'y avait plus que la dette. Serge obtint son baccalauréat avec la mention très bien. Il n'y eut aucune célébration. La prochaine étape était Cotonou. L'université.
la grande ville. Pour financer ce départ, maman Akpanine fit ce qu'elle n'avait jamais fait. Elle fit des prêts. Elle alla voir les voisins, les usuriers, promettant que son fils, le futur grand homme, rembourserait au centuple. Elle vendit les dernières chèvres. Serge prépara un seul sac. Le jour de son départ, sa mère le prit à part. La cour était silencieuse. Ses frères et sœurs le regardaient de loin. « Serge » dit-elle. Sa voix était plus basse, plus dangereuse qu'à l'accoutumée. « Je ne vais pas te donner de conseils. Je ne vais pas te motiver. Je vais te donner une obligation. » Elle le saisit par le bras, ses doigts s'enfonçant dans sa chair. « Ton père est mort parce que nous n'avions pas l'argent pour le sérum. Cet argent, c'était pour ton examen. Il est mort pour ton avenir. Moi, je suis fatigué. Mes reins me font mal. Tes frères et sœurs ont faim. Tu ne vas pas à Cotonou pour t'amuser. Tu ne vas pas pour échouer. Tu vas pour devenir riche. » Elle marqua une pause, ses yeux le transperçant. « Je m'en fiche de comment tu vas faire. Je veux seulement l'argent. Tu m'entends? L'argent. Nous avons tous investi dans ta réussite. Tes frères, tes sœurs, moi, et ton père, de sa propre vie. Le retour sur cet investissement doit nous rapporter. Coûte que coûte. » Serge, le cœur lourd, monta dans le premier bus pour Cotonou, bien avant l'aube. Il n'avait pas droit à l'erreur. La ville fut un choc. Le bruit, la foule, l'anonymat. Il trouva une petite chambre dans un quartier populaire, un carré, dont il partageait la cour et les sanitaires avec 10 autres familles. Il s'inscrivit à l'université, en sciences économiques. Il se lança dans ses études avec la même férocité qu'auparavant. Mais ici, il n'était plus le premier du village. Il était un parmi tant d'autres. Il étudiait à la lueur d'une lampe tempête, quand l'électricité était coupée. Il sautait des repas pour économiser l'argent des photocopies. Il voyait d'autres étudiants, bien habillés, qui arrivaient en voiture, qui sortaient le soir. Lui, il n'avait que ses livres. Les années passèrent. Il tint bon. Il valida ses semestres les uns après les autres. Enfin, le jour arriva. Il obtint sa licence. Avec mention, bien sûr. Fier, épuisé mais fier, il utilisa ses dernières unités pour appeler sa mère. « Allô, maman? C'est Serge. J'ai réussi. J'ai eu ma licence. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil, seulement troublé par les bruits de la vie du village. « Une licence? » répondit enfin maman Akpanien, sa voix lasse. « Et ça donne de l'argent, une licence? Parce qu'ici, on continue toujours de galérer. Tes frères sont malades. On n'a plus rien à manger. On s'en fiche que tu aies encore un diplôme, Serge. Tout ce qu'on veut, c'est l'argent. Rappelle-toi, le retour sur investissement. Pas de félicitations, pas de motivation. Juste la pression, plus forte que jamais. » Serge resta stupéfait, le téléphone collé à l'oreille, longtemps après qu'elle eut raccroché. Il ne lui en voulait pas. Il savait comment elle était. Il devait juste trouver un travail. C'est là que la vraie vie commença. La réalité de la ville. Il rédigea un CV impeccable, lista ses mentions très bien, fit des copies. Il commença à faire le tour des entreprises, des banques, des ministères. Le premier jour, il était plein d'espoir. Sa chemise soigneusement repassée. Le premier entretien se passa bien. Il répondit brillamment à toutes les questions techniques. Puis vint la question fatidique, posée avec un sourire poli par le directeur des ressources humaines. « Okeka. Okeka. C'est un nom que je ne connais pas. Vous êtes le fils de qui? Votre père est une personnalité de la région? Vous avez un parent bien placé? » « Non, monsieur, » répondit Serge. « Mon père était cultivateur. Il est décédé. » Le sourire du DRH se figea. « Ah, je vois. Très bien, monsieur Okeka. C'est noté. Votre profil est intéressant. L'entreprise va vous rappeler. Vérifiez votre mail. On vous contactera le moment venu. » L'entreprise ne rappela jamais. Ce fut la même réponse, partout. Parfois directe, parfois polie. « On ne recrute pas sur diplôme, jeune homme. On recrute sur réseau. Tu es l'enfant de qui? Revenez plus tard. Nous n'avons pas de poste pour vous. » Ses chaussures commencèrent à s'user. Sa chemise perdit de sa blancheur. L'espoir se mua en frustration, puis en colère sourde. Pendant ce temps, la pression de sa mère s'intensifiait. Les appels étaient devenus hebdomadaires. Il a offert sa mère pour de l'argent, mais elle revient pour le poursuivre. Partie 2. Les histoires des pieds-pots. « Serge, on attend notre part. Tu as les diplômes. Trouve-toi un bon travail et rends-nous riches. »« Maman, c'est difficile. Je cherche. »« Difficile? Tu crois que c'est facile ici? Ton frère cadet a la fièvre, je n'ai pas d'argent pour les médicaments. Tu manges à ta faim, toi, à Cotonou? » Nous, non. Elle refusa de lui envoyer plus d'argent. Le loyer de sa chambre était en retard. Il avait faim. Serge comprit qu'il devait survivre. Il laissa son CV et ses diplômes dans un tiroir. Il commença à chercher du travail, n'importe lequel. Il trouva un poste d'aide-maçon sur un chantier. Le travail était éreintant. Portait des sacs de ciment, gâchait du béton sous un soleil de plomb. Le soir, il rentrait, le corps brisé, couvert de poussière, pour un salaire de misère. Il ne pouvait même plus aller postuler dans les entreprises. Il travaillait aux heures d'ouverture des bureaux. Il était pris au piège. Le salaire suffisait à peine à payer son loyer,
et à manger un peu de riz. Envoyer de l'argent à sa mère était impossible. Elle ne le crut pas. Aide-maçon. Toi, avec tous tes diplômes. Tu nous mens, Serge. Tu dépenses notre argent avec les filles de la ville. Il quitta le chantier. La douleur physique était trop forte, et l'horaire, bloquant. Il lui fallait quelque chose de nuit. Il trouva un poste de serveur dans une boîte de nuit huppée du centre-ville. Le Zénith. Le salaire était un peu meilleur. Les horaires lui laissaient ses journées libres, même s'il dormait la moitié du temps. Mais au moins, il pouvait recommencer à postuler. Il commença à envoyer de l'argent au village. Des petites sommes. C'est insuffisant, aboyait sa mère au téléphone. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Tes amis qui reviennent au village, eux, ils ont des grosses voitures. Ils construisent des maisons pour leurs parents. Et toi? Toi, l'espoir de la famille. Tu nous envoies des miettes. Serge serrait les dents. Maman, ça va aller. Je travaille pour vous rendre fier. Je m'en fous de ta fierté, répondait-elle. Envoie des millions. Du vrai cash. La vie au Zénith était un autre monde. Chaque nuit, Serge, vêtu de son uniforme de serveur, regardait la richesse qu'il convoitait tant. L'alcool coulait à flots. L'argent était dépensé sans compter. Il y avait un client en particulier. Chief Okoro, comme on l'appelait. Un homme d'un certain âge, toujours entouré de très jeunes femmes, toujours à la même table. Il ne buvait que du champagne de la marque la plus chère. Il dépensait plus de 10 millions de francs CFA par nuit. Parfois, dans un geste théâtral, il faisait pleuvoir des billets sur la piste de danse. Les gens se jetaient dessus. Sauf Serge. Il regardait, immobile. Le pourboire que Chief Okoro lui laissait parfois dépassait son salaire de 3 mois. Serge l'observait chaque nuit. Il observait son pouvoir, le respect craintif qu'il inspirait. Il voyait l'homme dépenser en 1 heure ce qui aurait pu sauver son père. J'aimerais bien lui ressembler, songeait-il en essuyant un verre. Avec une seule de ces nuits, ma mère n'aurait plus à me dénigrer. Mes frères auraient la vie de luxe dont ils rêvent. Le désir, l'envie, la frustration. C'était devenu une faim qui lui tordait les entrailles, et Chief Okoro l'avait remarqué. Il avait des yeux perçants, habitué à lire les gens. Un soir, alors que Serge venait encaisser la facture, Chief Okoro lui fit signe d'approcher. « Tu me regardes beaucoup, jeune homme, » dit-il d'une voix grave. Serge baissa les yeux. « Excusez-moi, patron. »« Non, ne t'excuse pas. Je vois la faim dans tes yeux. Ce n'est pas la faim du ventre. C'est l'autre faim. Celle qui compte. » L'homme sortit une carte de visite de sa poche. Épaisse, noire, avec juste un numéro de téléphone en lettres d'or. « Prends cette carte, dit-il. Tiens, appelle-moi. Je t'apprendrai à pêcher les poissons au lieu de te donner des miettes en pourboire. » Serge sentit son cœur battre à tout rompre. Il prit la carte. Le carton était si lisse. « Merci, patron. Merci. » Sur le chemin du retour, dans le bus bondé qui le ramenait à son carré, Serge serrait la carte dans sa main. C'était la première lueur d'espoir depuis des mois. Au lever du soleil, il appela. Il n'avait pas dormi. Une voix ensommeillée décrocha. « Allô? Bonjour monsieur, s'il vous plaît. C'est moi, le serviteur de la boîte, Serge. Hier soir on sait. Oui, je sais qui tu es. Mon bonhomme. » L'arrêta Chief Okoro. Il bâilla bruyamment. « Écoute bien. Je te donne une adresse. Cité des Mimosas, Villa 27. Le portail est rouge. Viens me voir ce soir. Ne sois pas en retard. » Et il raccrocha. Serge passa la journée dans une fébrilité intense. Il lava sa meilleure tenue, une chemise qu'il gardait pour les entretiens. Il cira ses chaussures usées. Il mit sa dernière goutte de parfum, un échantillon qu'on lui avait donné. À 10 à 7 heures, il prit un taxi-moto, dépensant presque tout ce qu'il lui restait. La cité des Mimosas. C'était un autre monde. Des murs hauts, des portails électriques, des gardiens. Il trouva la villa 27. Le portail rouge était immense. Il sonna. Chief Okoro ouvrit lui-même. Il était en peignoir de soie. « Te voilà. Entre. » La villa était d'une splendeur que Serge n'aurait pu imaginer. Le marbre au sol, les lustres en cristal, une piscine intérieure. L'air était frais, climatisé. « Assieds-toi. » L'homme lui servit à boire. Un jus d'orange frais, pas la poudre qu'il avait l'habitude de boire. Il lui offrit à manger. Puis, ils se mirent à discuter. « Alors, dis-moi, le serveur, » commença Chief Okoro. « Qu'est-ce que tu veux? »« Monsieur, je suis prêt à tout, » dit Serge d'une traite. « J'ai vraiment besoin d'argent. Je veux vous ressembler. Je veux réussir. » « Réussir? Qu'est-ce que c'est pour toi réussir? Avoir de l'argent. Beaucoup. Pour mettre ma famille à l'abri. Et qu'as-tu fait pour ça, jusqu'ici? J'ai travaillé. J'ai des diplômes. De très bons diplômes. J'ai eu des mentions très bien partout. Mais depuis des mois, aucun service. Rien. Que des fausses promesses. On me demande de qui je suis le fils. Chief Okoro eut un rire sec. Des diplômes? Tu crois que c'est avec ça qu'on devient riche? Mon petit, c'est ça. La réalité de la vie. Tes diplômes, tu peux les utiliser pour faire un feu. Le succès, le vrai, se mérite. Et pour réussir, il faut avoir des connaissances. Il se pencha vers Serge,
son regard s'intensifiant. Et surtout, il faut faire des sacrifices. Je dis bien, et surtout, des sacrifices. Es-tu prêt à en faire? Oui, répondit Serge, trop vite. Oui, je suis prêt à tout. N'importe quel travail. Je le ferai. Je suis fort, je peux travailler dur. Chief Okoro sourit. Il ne s'agit pas de travail dur, mon garçon. Tu n'as rien compris. Le travail dur, c'est pour les pauvres. Il se leva. Bien. J'ai entendu ce que je voulais. Rentre chez toi. Continue ton travail au Zénith. Je t'appellerai. Les choses se passèrent vite. Une semaine plus tard, Serge fut appelé par Chief Okoro. Viens me voir ce soir. Je te présente à un ami. Tu verras. Serge usa de ses derniers sous pour faire le déplacement. Une fois encore chez Chief Okoro, l'homme l'attendait, déjà habillé. Avant de partir, dit-il en nouant sa cravate. Rappelle-toi de ceci. Une fois que le train démarre, il n'y a plus de retour en arrière. On vit un train de vie, tu comprends? Le luxe et la richesse sont un train de vie. Tu montes ou tu restes sur le quai. Je monte, patron, dit Serge. Chief Okoro amena Serge dans sa grosse voiture de luxe, dans une bourse un peu reculée de la ville. Un quartier non viabilisé, sombre et boueux. La voiture s'arrêta devant une cabane qui ne payait pas de mine. On est arrivé, dit Chief Okoro. Serge était confus. Monsieur, s'il vous plaît, je prends mon CV? Ton CV? L'homme éclata de rire. Laisse tout ça. Le diplôme n'est rien devant ce que tu vas voir. Ils entrèrent. L'intérieur était sombre, éclairé par quelques bougies. Au fond de la pièce, il y avait un grand miroir sur pied. Un miroir ancien, au cadre doré. Serge s'approcha. Et il remarqua une chose étrange. Leur reflet ne s'y voyait pas. Chief Okoro se posta devant le miroir. Il commença à prononcer des incantations, des mots dans une langue que Serge ne comprenait pas. Soudain, la surface du miroir se troubla, comme de l'eau. Chief Okoro présenta Serge. Le voici. Il a faim. Une voix douce, presque mélodieuse, sortit du miroir. Elle semblait résonner directement dans le crâne de Serge. Viens, l'enfant de la richesse. Serge était pétrifié. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Qu'est-ce que? Pour réussir, continua la voix, ignorant sa question, il te faut du sacrifice. Oui, tu dois sacrifier la personne que tu aimes le plus dans ce monde. Le sang de Serge se glaça. Sacrifice? Le sang humain? Non. Non, je ne suis pas dedans. Il recula, cherchant la porte. Chief Okoro lui barra le passage. Son visage n'était plus amical. Le train, mon cher, le train a démarré. Il n'y a plus de retour en arrière. Et sache que le miroir voit et entend tout. Si jamais tu veux parler de ce que tu as vu ici, la foudre s'abattra sur toi avant que tu n'aies pu prononcer un seul mot. Chaque jour et chaque minute est comptée. Va, réfléchis. Mais ne réfléchis pas trop longtemps. Serge sortit de la case et courut. Il courut en sueur, ses pieds semblant aller plus vite qu'Usain Bolt au 100 mètres. Il ne s'arrêta que lorsqu'il fut de retour dans son quartier. De retour dans sa chambre, il ne pouvait plus dormir. Il tremblait. La personne qu'il aimait le plus au monde. Serge n'avait pas de copine. Il n'avait pas d'amis. La seule personne qui comptait, la seule personne qu'il aimait, malgré tout, c'était sa mère. Oui, celle-là même, qui lui mettait toujours la pression. Il l'aimait parce qu'elle avait cru en lui, à sa manière tordue. Il l'aimait parce qu'elle s'était sacrifiée pour lui. C'était elle qui l'avait mis au monde. Il était pris au piège. Il a offert sa mère pour de l'argent, mais elle revient pour le poursuivre. Partie 3. Les histoires des pieds-pots. Les jours qui suivirent furent un enfer. Les refus de travail s'intensifièrent. Les portes se fermaient les unes après les autres. Et au téléphone, sa mère était de plus en plus virulente. Puis, l'appel de trop arriva. Un soir, alors qu'il rentrait épuisé de la boîte de nuit. « Allô? Serge ?» La voix de sa mère était glaciale. « Oui, maman. J'en ai assez de tes excuses. J'en ai assez de tes miettes. Écoute-moi bien. Si jusqu'à la fin de ce mois, tu ne nous honores pas, je viendrai moi-même à Cotonou. Moi et tes frères, on viendra te prendre pour te ramener au village. Tu reviendras travailler au champ. Oui. Toi. Toi seul sur qui on comptait. » Elle respirait fort. « Tes frères sont malades. L'un d'eux tousse le sang. On ne travaille plus assez pour manger. Nous sommes fatigués. Tes amis du village, eux, ils reviennent. Ils ont de grosses voitures. Ils apportent des cadeaux. Ils honorent leurs parents. Mais toi, rien. Depuis des années, rien. Tu es inutile. Tu n'es qu'un moins que rien. » Serge avait les larmes aux yeux. Il ne pouvait pas répondre. Les mots le frappaient comme des pierres. Aujourd'hui, il n'a pas pu dire un mot durant tout l'appel. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Les insultes de sa mère tournaient en boucle dans sa tête. Moins que rien. Inutile. Une voix dans sa tête se mit à parler. Ça suffit. Ça suffit, les injures. Ça suffit, la pitié. Je dois devenir riche. Je suis prêt à tout. Il se rappela ce que sa mère lui avait dit le jour de son départ. Je m'en fiche de comment tu vas faire. Fais tout pour devenir riche. Nous, on veut l'argent. Rien que l'argent. C'est elle qui l'a demandé, pensa-t-il. Une froideur nouvelle s'installant dans son cœur.
À l'aube, il était à la devanture de la porte de Chief Okoro. Chief Okoro sortait pour sa promenade matinale. Quand il vit Serge, il eut un sourire aux lèvres. Serge n'attendit pas. Il se mit à genoux sur le trottoir. « Patron, s'il vous plaît, ramenez-moi au miroir. Je suis prêt. » Chief Okoro le regarda, amusé. « Je savais que tu reviendrais. Lève-toi. On ne s'agenouille pas. C'est le moment d'être un homme. » Il le ramena à la cabane. Cette fois, Chief Okoro resta à l'extérieur. « Cette lutte est pour toi. Va et suis les règles. » Serge entra. Le miroir était là, silencieux. « Je suis prêt, » dit Serge d'une voix qu'il ne se connaissait pas. « La règle est simple, » répondit la voix douce. « Sur la table, à côté de toi, il y a un couteau. » Serge vit un poignard rituel qu'il n'avait pas remarqué la première fois. Une image va apparaître dans le miroir. Prends le couteau. Poignarde l'image 3 fois. Serge prit le couteau. Sa main ne tremblait pas. La surface du miroir se troubla, et l'image de sa mère, maman Akpanien, apparut. Elle était au champ, en train de sarcler. Serge la regarda. Retour sur investissement, pensa-t-il. Il leva le couteau. Il frappa une première fois. L'image se tordit de douleur. Il frappa une deuxième fois. Il frappa une troisième fois. L'image se brisa comme du verre. C'est fait, dit la voix. Maintenant pars. Reviens ici dans 7 jours. 7 jours. Serge les passa dans un état second. Il alla travailler au zénith. Il mangea. Il dormit. Il attendait. Arrivé au 7e jour, il se présenta à la cabane. Le miroir lui parla aussitôt. Le sacrifice a été accepté. D'ici 3 jours, tu deviendras riche. Riche à un point que ta vie ne sera que millions à dépasser. Serge sentit une joie froide l'envahir. Mais, ajouta la voix, il y a des consignes, des règles strictes. Tu ne dois jamais, sous aucun prétexte, donner de l'argent aux membres de ta famille, ni à tes frères, ni à tes sœurs. À personne. Serge fut étonné. Mais, je fais ça pour eux. Tu as fait ça pour toi, corrigea la voix. Ta richesse est à toi seul. Ta dette est payée. Si tu brises cette règle, tu recevras une sévère sanction, une sanction qui pourrait détruire ta vie. Le train de vie est un voyage solitaire. Il y avait plus de retour en arrière. Il repartit à la maison, plein de regrets, mais aussi d'excitation. Cette nuit-là, au village, maman Akpanien s'endormit dans sa natte. Elle ne se réveilla jamais. Au matin, ses 6 enfants la trouvèrent. Ils la secouèrent, mais elle était froide. Ils pleurèrent sa mort. Vite. L'un d'eux, qui avait un vieux téléphone, informa leur frère Serge. « Allô Serge ! C'est terrible. Maman. Maman est morte dans son sommeil. » Serge marqua une pause. Il était dans sa chambre. Il regarda ses mains. « Je vois, » dit-il d'une voix plate. « C'est triste. Écoutez, je suis très occupé à Cotonou. Je ne peux pas venir. Je n'ai pas de transport. Enterrez notre mère, avec le peu que vous avez. J'enverrai de l'argent plus tard. » Et il raccrocha. C'était lourd. Terriblement lourd à supporter. Mais il craignait la punition. Il craignait le déshonneur de redevenir pauvre. Au 3e jour après l'enterrement de sa mère, Serge se réveilla. Sa chambre, sa misérable chambre, elle était remplie de liasses de billets, des billets de banque neufs, partout, sur le lit, sur le sol, empilés dans les coins. Des millions, des centaines de millions. Il courut chez Chief Okoro. Celui-ci lui expliqua les consignes, comment blanchir l'argent ou l'investir. Serge commença son train de vie. Il quitta son carré. Il acheta la plus belle villa de la cité des Mimosas. Il acheta des voitures de sport. Il avait des gardes du corps. Il vivait la vie de luxe. Yacht, hélicoptères privés, les plus belles femmes, les boîtes de nuit les plus chères. Il était devenu comme Chief Okoro. Mais l'âme de sa mère n'avait pas de paix. Au village, ses enfants souffraient. Sans la poigne de fer de leur mère, sans l'argent de Serge, ils sombraient. La faim et les maladies les rongeaient. Une nuit, l'un des 6 enfants, le même qui toussait du sang, appela Serge sur son nouveau numéro de luxe. « Serge, grand frère, s'il te plaît, on a faim. Je suis malade. Envoie-nous juste un peu d'argent, juste pour les médicaments. » Serge, agacé d'être dérangé pendant une fête sur son yacht, répondit froidement. « Lâchez-moi la veste, les frères. C'est chaud partout. J'ai pas d'argent pour vous. » Il raccrocha. Son frère mourut 2 jours plus tard. Un par un, ses frères et sœurs laissés à l'abandon, mouraient de faim, de maladie, de désespoir. Lui, il profitait. Un soir, un vent violent souffla sur le village. Il déterra presque la tombe mal entretenue de maman Akpanien. Et c'est là que le cauchemar de Serge commença. Cette nuit-là, il fit un rêve. Sa mère. Elle était là, dans sa villa. Mais elle n'était pas la mère fatiguée qu'il connaissait. Elle était un esprit de vengeance. Dans sa main, elle tenait une hache de paysan, rouillée. Elle le poursuivait dans les couloirs de marbre. « Envoie l'argent à tes frères !» criait-elle. « On a investi. On veut notre part. Le retour sur investissement. » Serge se réveilla en hurlant, en sueur. Ce n'était qu'un rêve.
Mais quand il alluma la lumière, il vit, écrit sur le plafond de sa chambre, avec ce qui ressemblait à de la boue, Envoie l'argent. Il avait peur. Il fit repeindre. Mais la phrase revenait. Les jours passèrent. L'âme de sa mère le hantait. Ce n'était plus seulement la nuit. Il était au zénith, en client cette fois, dépensant des millions. Il la vit. Elle était là, au milieu de la piste de danse, visible de lui seul, avec sa hache, lui pointant du doigt. Envoie l'argent. Il la voyait sur le capot de sa voiture, sur l'écran de sa télévision. Serge ne dormait plus. Il ne mangeait plus. Il était fatigué. Il était stressé. Il voulait que ça cesse. Il ne voulait pas briser la règle, mais il ne supportait plus cette torture. Je vais le faire, décida-t-il. Juste une fois. Dans l'ombre. Le miroir ne le saura pas. Il lui restait 2 frères et 2 sœurs. 4 personnes. Il fallait sauver les autres. Il se déguisa, alla dans une agence de transfert d'argent, loin de son quartier. Il envoya 10 millions de francs sur le compte d'un de ses frères, en utilisant un faux nom d'expéditeur. Cette nuit-là, il dormit. Il ne vit pas sa mère. Il pensa que c'était fini. Mais le pire était arrivé. Le surlendemain, alors qu'il était dans son bain, le miroir de sa salle de bain se troubla. La voix douce retentit, mais elle n'était plus douce. Elle était glaciale. Tu as détruit les règles. Tu as été prévenu. Non, c'était juste un peu, cria Serge. Tu vas subir les conséquences. Nous ne te considérons plus comme quelqu'un d'entre nous. Ton argent finira soudainement, comme il est venu. Et la douleur te rongera. Serge était foutu. Il courut à sa banque. Ses comptes étaient bloqués. Ses coffres étaient vides. L'argent avait disparu. Il alla voir Chifokoro dans sa villa. Mais la sécurité lui refusa l'accès. Il ne le connaissait plus. Ils le renvoyèrent. Cette nuit-là, il fit un rêve. Maman Akpagnin était là, toujours avec sa hache. Mais cette fois, elle ne parlait pas. Elle l'avait attaché à son lit de luxe. Elle leva la hache. Elle coupa son bras droit, puis le gauche. Serge se réveilla en hurlant. Il pensa que ce n'était qu'un rêve. Mais il ne sentait plus ses bras. Il regarda. La chair était bien là, mais les bras ne travaillaient pas. Ils étaient inertes, paralysés. Une douleur atroce commença à lui ronger les pieds. Il ne pouvait plus marcher. Il resta seul dans son lit. Ses gardes du corps, ne voyant pas leur salaire arriver, partirent. Ses amis ne l'appelaient plus. Il était seul. Il n'avait personne pour lui donner à manger ou le déplacer. Cette nuit-là, sa mère revint, toujours avec sa hache. Elle lui découpa les 2 pieds. Au matin, ses pieds aussi étaient inertes. C'était fini pour Serge. Il ne pouvait plus ni bouger, ni appeler à l'aide. Le miroir ne le protégeait plus. L'âme de sa mère avait pris le contrôle. Jour après jour, la douleur le rongeait. Son corps immobile commença à pourrir. Les plaies s'infectaient. Les mouches et les cafards venaient le manger, peu que peu. Personne dehors ne le remarqua. On l'oublia. Serge mourut lentement, dans son lit de luxe, dans sa villa vide, le corps en décomposition. La douleur fut atroce. Au village, le vent sur la tombe de maman Akpagnin s'apaisa enfin. Elle avait eu son retour sur investissement. La vraie richesse n'est pas d'avoir une montagne de billets dans la chambre, mais c'est de serrer ceux qu'on aime dans les bras, pas de les envoyer dans la tombe. La riche d'un homme, c'est de choisir l'humanité quand la misère hurle. Serge est mort riche de rien, sauf du regret d'avoir trahi l'amour pour de l'or froid. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour ne rien rater au futur. Merci.